Bonsoir chers camarades, chers étudiants, chères étudiantes, membres aussi du personnel administratif et technique s'ils sont dans la salle. Bonsoir aussi aux autres dirigeants des différentes plateformes qui sont dans le même registre qu'Africa First, ou pas, plutôt engagés politiquement. Bonsoir à tous. Mention spéciale au mouvement Africa First, à son président, Pape Nalla Dièye. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai décelé chez lui des qualités remarquables. Un engagement aussi qui ne souffre d'aucun doute. Et quand ils sont passés me voir, j'ai pu comprendre que nous n'avons presque pas le choix, que l'avenir de ce pays, l'avenir de ce continent est pris en charge par une jeunesse très consciente, très au fait des enjeux du monde moderne. Féliciter aussi le parrain, M. Barthélémy Diaz, brillant, un combattant de la liberté ou des libertés publiques, un combattant de la démocratie, quelqu'un qui n'a jamais manqué au combat et quelqu'un qui a aussi plusieurs fois été privé de liberté parce que tout simplement il a décidé de porter le combat des autres. C'est ce que vous faites aujourd'hui, parce qu'en se réunissant dans cette salle, vous êtes en train de discuter, de se préoccuper de l'intérêt général qui doit prendre tout son sens dans notre quotidien et dans toutes les actions, tous les actes que nous posons au quotidien, l'intérêt général. Remercier aussi et féliciter un ami, M. Ngourdien, brillant, chercheur, panafricaniste aussi. Et le seul reproche que je vais lui faire, c'est durant son intervention, plusieurs fois, il a eu du mal à prononcer le nom du bourreau supposé, vrai ou pas, de Thomas Sankara Blaise Compaoré. C'est quelqu'un qu'il faut nommer, c'est quelqu'un qui mérite réflexion, sur qui on doit s'arrêter pour comprendre aussi que jusqu'en 2020, son legs est jalousement gardé par certains, son héritage aussi est préservé. Ceux qui ont combattu Thomas Sankara sont encore parmi nous sous d'autres formes. Ce sont ce qu'on appelle les Africains de service. Il y en a toujours parmi nous des Africains, bon teint, peau noire, masque blanc, disait l'autre, qui sont prêts à faire le sale boulot, qui sont prêts à être dans toutes les dispositions pour être utilisés par les autres. Jamais l'oppresseur n'a agi directement en Afrique. Il utilise toujours par quelqu'un qui est totalement dans les dispositions, parce que tout simplement, l'intérêt général n'ayant aucune signification à son niveau. Donc, il est prêt à... Donc, il faut continuer de parler de Blaise Compaoré. Il faut continuer de parler de tous ces gens qui ont trahi l'intérêt général, qui ont trahi l'intérêt de l'Afrique et des Africains à d'autres desseins purement personnels. Au même moment aussi, il faut parler de tous ces gens qui nous ont honorés, de tous ces gens, de toutes ces figures emblématiques qui ont, à un moment donné de leur vie, questionné l'intérêt général, l'intérêt de la communauté, et qui ont donné de leur sang, de leur vie, et qui ont été privés de liberté durant toute leur vie, ou bien une bonne partie de leur vie, qui n'ont pas su profiter et qui étaient dans toutes les dispositions. Parce que c'est connu, quand vous vous situez à un niveau intéressant de contestation, d'indignation, forcément vous êtes démarché. Forcément vous êtes démarché. Forcément il y a des tentations. Surtout quand vous le faites dans un état de précarité extraordinaire.
Vous avez un souci de maison, un souci de véhicule, un souci de confort, le confort minimal requis, vous ne l'avez pas, et que vous vous situez à un niveau intéressant de contestation, il est évident que vous serez démarché. Par exemple, Pape Nalla peut recevoir demain des dirigeants politiques de l'opposition ou du régime, du pouvoir, qui viennent lui proposer des strapontins. C'est possible, des sinécures. Est-ce qu'il va marchander à partir de ce moment le mouvement ou pas? C'est ça la grande question. La constance, la cohérence et surtout l'intégrité. Pape Nalla, aujourd'hui, on vous a choisi non pas parce que vous êtes Pape Nalla Dièye, mais les gens qui vous ont mis devant aujourd'hui épousent les valeurs que tu défends. Et c'est ça le plus important. La légitimité qu'on a à un certain moment, c'est une légitimité qui n'est pas négociable parce qu'elle est populaire. Et à partir du moment où vous avez une légitimité populaire, vous n'êtes pas dans les dispositions pour négocier, pour troquer ça avec des valeurs matérielles. C'est pas possible. Parce que comme vous êtes dans l'impossibilité, dans l'incapacité de demander à toutes ces Sénégalaises, à tous ces Sénégalais, ce qu'ils pensent de la proposition qui est là sur la table, mais évidemment, vous êtes dans l'incapacité d'accepter la proposition. Et c'est pourquoi aujourd'hui, suivez bien mon regard, tous les gens qui ont eu à marchander cette légitimité, à marchander cette aura qu'ils ont eu à un moment donné, l'ont regretté. Parce que cela n'en valait pas la peine. Et le plus souvent, difficilement, les effets escomptés sont au rendez-vous. Difficilement. Parce que la trahison en elle-même peut être rentable aujourd'hui, mais pas pour longtemps. Et vous allez perdre ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie d'un homme ou d'une dame. J'utilise homme avec un grand H, c'est la dignité. C'est la dignité. Elle n'a pas de prix. Raison pour laquelle il faut se battre pour régler deux choses fondamentales. Votre autonomie financière et, comme le disait tout à l'heure Ngordien, votre autonomie aussi intellectuelle. Il faut être bon, mais battez-vous aussi pour avoir quelque chose qui préserve votre dignité. Je ne vous demande pas d'être un grand accumulateur, je ne vous demande pas d'avoir des comptes bancaires bien fournis en millions ou en milliards, non. Mais le minimum requis pour vous permettre de préserver votre dignité, c'est essentiel. Donc sur ces deux registres-là, il ne faut pas du tout perdre le fil. Il ne faut pas. Parce que quand vous êtes pauvre aussi, vous êtes vulnérable. Même si nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Même si l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie. Comme disait Sékou Touré, c'est un mendiant assis sur une mine d'or, la Guinée. Mais c'est pratiquement le même sort, le sort de tous les États, surtout francophones, qui ont du mal à rompre définitivement le cordon ombilical qui les lie avec l'ancienne métropole. Donc ça, c'est un problème que nous avons fondamentalement, qu'il faudra mettre sur la table. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui ont été choqués par la proposition du camarade qui est en Master 2 en histoire par rapport à l'utilisation de la langue. La langue, c'est aussi un instrument de domination. Quand on épouse une langue, on épouse sa culture et on ne s'en rend pas compte. Qui s'installe parfaitement bien dans une langue peut parfaitement épouser la culture, les valeurs. La francophonie, c'est aussi un véhicule de valeurs. C'est ça aussi la francophonie. Ils ne mettent pas leurs sous pour vos beaux yeux, mes amis. C'est comment vous contraindre le plus possible à avoir ce réflexe de dominant. Comme le disait Charanta, l'ex-colonisé ressemblait à cet esclave du 19e siècle qui, une fois libéré par son maître, va jusqu'au bas de la porte et revient pour lui dire qu'il ne sait plus où aller. Parce qu'il a acquis des réflexes de subordination. Mais c'est par la langue. C'est par la langue. Ils n'ont pas d'argent pour vous développer, pour vous permettre de développer. Ils ne souhaitent même pas que vous vous développiez. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est comment continuer à vous dominer. Mais c'est par l'aliénation d'abord. C'est par la langue. C'est par la langue. C'est par la façon de s'habiller.
Donc préserver aujourd'hui le legs de Thomas Sankara, c'est aussi questionner le rapport que nous avons avec le consommé local. Préserver le legs de Thomas Sankara, c'est le rapport que nous avons avec les directeurs généraux. Est-ce que nous les déifions? Est-ce que nous les voyons, nous les percevons comme des gens qui doivent régler nos problèmes? Est-ce que nous les voyons comme des gens qui doivent nous utiliser comme bétail lors des élections? Donc, c'est des questions. Quel est le rapport que nous avons avec les ministres de la République? Est-ce que nous les voyons comme des serviteurs de la République tout simplement? Ou bien est-ce que nous les percevons comme des gens qui doivent régler nos problèmes? Qui doivent nous donner des chambres à l'université, qui doivent nous donner des tickets. Si vous saviez le salaire d'un ministre, le salaire d'un directeur général, quand vous lui demandez de prendre en charge certains de vos problèmes, c'est vous qui lui avez demandé de voler l'argent du contribuable. C'est aussi simple que ça. Il ne peut pas, il ne devrait pas avoir les moyens conséquents pour se permettre un certain luxe. Mais vous lui avez demandé de voler votre argent. Il vous sert de voleur tout simplement. Quand vous demandez à certaines notoriétés, ils sont parrainés par-ci, parrainés par-là, n'importe quel mouvement, n'importe quelle organisation, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, c'est ça le problème aussi. Maintenant, c'est vous qui lui avez demandé de faire des choses non orthodoxes pour vous satisfaire aujourd'hui. Mais en répondant à votre demande, mais il sape aussi quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire c'est l'intérêt général. Un ministre, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas un ministre de Tchadja, ce n'est pas un ministre de Saint-Louis. Pourquoi chaque entité au Sénégal veut avoir un ministre? Récemment, on a vu, quand le ministre Omar Sarr a été nommé, on a vu des jeunes sortir en Jakarta chez lui. Parce qu'ils étaient contents, parce qu'il y a quelqu'un qui appartient à Dagana, peut-être de leur camp, et qui a été nommé ministre. Mais Omar Sarr, à partir du moment où il est nommé ministre, il devient un ministre du Sénégal. Ce n'est pas un ministre de Dagana. Un directeur général, ce n'est pas un directeur général de quelconque localité, il devient un... C'est ça Thomas Sankara aussi. C'est comment nous percevons les serviteurs de la République. Il voulait être perçu comme un simple citoyen burkinabé qui aujourd'hui se retrouve à un niveau stratégique pour permettre à ce peuple-là d'accéder aux services sociaux de base, d'accéder à une certaine, pas souveraineté internationale, mais à une certaine fierté internationale. C'est-à-dire que quand vous vous rendez à la table de l'universel, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en contrepartie? Quelle est aujourd'hui votre participation à la table de l'universel? C'est ça aujourd'hui les grandes questions. Et le développement de ce continent, le développement de ce pays ne se fera pas sans nous. Donc il faut se préparer, mais en se préparant au-delà des compétences, il y a des valeurs qu'il faut forcément avoir. C'est des valeurs le plus souvent que l'on n'acquiert pas sur les bancs de l'université. Mais c'est votre environnement sociologique. Si vous n'arrivez pas à être utile dans votre propre maison, vous ne pouvez pas l'être pour votre quartier. Et vous le serez difficilement pour votre commune, votre département et votre pays. Soyez utile d'abord. L'utilité aussi d'une personne, elle n'est pas que matérielle. Là aussi, c'est une fausse route que nous faisons le plus souvent. Le niveau de contribution, ceux qui ont été là à un moment donné et qui ont contribué, ils n'avaient pas le confort que vous avez aujourd'hui. Ils ne l'avaient pas du tout. Mais ils avaient donné le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est en commençant par être disponible pour les besoins de la communauté. Mais comme je vous l'ai dit, soyez d'abord utile au niveau le micro le plus petit d'abord. Sinon, vous ne pouvez pas l'être au niveau macro. Ça aussi, ça me semble important. Donc, je vais être court. J'ai déjà accusé un retard. J'ai mon émission qui commence à 19h. Et avec les embouteillages, ça peut être très compliqué. Là aussi, c'est un autre problème sénégalo-sénégalais que nous avons. Les embouteillages, parce que je disais à quelqu'un que c'est parce qu'il y a un problème par rapport au service public du transport que chaque personne qui commence à travailler
veut forcément avoir son véhicule. Si on avait un service de transport aujourd'hui très bien organisé, qui peut être là à 16 heures parce que j'en ai besoin à 16 heures, qui peut me ramener là où je dois être à telle heure, à partir de ce moment, les gens allaient beaucoup plus économiser pour autre chose. Mais parce que tout simplement aussi Dakar est très compliqué, parce que sur 0,25%, 0,3% du territoire national, nous avons plus de 25% de la population. Ça aussi c'est un autre souci que nous avons. Parce que tout simplement la décentralisation est encore, voilà, on a encore beaucoup de soucis à se faire à ce niveau. Donc voilà des questions qui doivent être discutées, pas seulement lors d'une organisation de Africa First, lors d'un événement de Africa First, mais que vous devez discuter dans vos foyers. Comment est-ce qu'on vote dans ce pays? Pour qui on doit voter? Le sens de notre vote. Ça aussi c'est important, le sens de notre vote. Est-ce qu'aujourd'hui les alternances continues dans ce pays-là garantissent un développement économique et social harmonieux ou pas? Donc le sens de notre vote. On vote beaucoup, on mobilise toutes les énergies quand on doit voter. Il y en a même qui perdent leur vie parce que tout simplement on doit voter. Nos pauvres mamans, très fatiguées, sous le soleil, avec des pancartes. Et au finish, qu'est-ce que nous avons? Lors de la réforme sur l'acte 3 de la décentralisation, on nous avait promis des territoires viables et compétitifs, porteurs de développement durable. À l'arrivée, qu'est-ce que vous avez dans vos territoires? Est-ce qu'ils sont viables? Est-ce qu'ils sont viables? Est-ce qu'ils sont compétitifs? Est-ce qu'ils sont porteurs de développement durable? Mais exigez l'évaluation de cette réforme dans vos collectivités territoriales. Demandez à vos maires ce qu'ils ont fait de cette réforme. Donc tout cela, aujourd'hui, il y a de nouveaux mécanismes qui vous permettent d'entretenir ce débat dans vos espaces familiaux, mais dans vos territoires aussi. Donc c'est ça qui est important, et c'est pour moi préserver le legs de Thomas Sankara et d'autres francs-tireurs qui l'ont précédé. Donc ici, chez vous, le 7 février prochain, on célébrera Charanta. Donc le 1er décembre 1944, c'est des dates importantes. Hein? C'était aussi Mamadou Dia, 17 décembre. Donc le 1er décembre aussi 1944, vous vous en souvenez. Donc les tirailleurs sénégalais ont été tués ici à Thiaroye. Et je disais à quelqu'un, vous pouvez avoir 50 ans dans ce pays et vous ignorez totalement le camp Thiaroye. Ça aussi c'est extraordinaire. Donc c'est le rapport que nous devons avoir avec l'histoire et la géographie. Parce qu'il y a que l'histoire et la géographie qui nous permettent de se mouvoir, de nous mouvoir dans le temps et dans l'espace. Si vous ignorez totalement votre géographie, avec tout ce que cela implique, si vous ignorez totalement votre histoire, avec tout ce que cela implique, mais je suis désolé, vous pouvez être un résident dans ce pays, mais pas un citoyen. Parce que la citoyenneté, c'est une quête, c'est une conquête. On ne naît pas citoyen, on le devient. C'est lorsqu'on prend conscience totalement de nos devoirs et de nos droits. Mais c'est Mamadou Dia aussi qui disait qu'on pouvait renoncer à des droits, mais pas à des devoirs. Donc les devoirs, il faut les connaître, il faut les assumer. Il faut les assumer et arrêter de s'enflammer parce qu'on a été reçu par un ministre, arrêter de s'enflammer parce qu'on a été reçu par un directeur général, arrêter de s'enflammer parce que tout simplement le président de la République est passé dans votre ville et vous a demandé de l'attendre pendant 4 heures de temps sous le soleil, sous un soleil de plomb. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les institutions, il faut les respecter. Mais il faut aussi que les institutions aussi respectent le peuple. Respecte le peuple, ça aussi c'est important. Donc Thomas Sankara, c'était une vision du monde. Thomas Sankara, c'était une vision des relations internationales. Thomas Sankara, c'était prendre date avec l'histoire, avec les prochaines générations. Ce n'était pas un homme politique. Parce que ce qu'on dit, un politicien, il se préoccupe de la prochaine élection. Les hommes d'État, ceux qui veulent rester dans les langues de la postérité, c'est des personnalités qui prennent date avec la prochaine génération, avec les prochaines générations. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut être très exigeant par rapport à ceux qui nous dirigent, par rapport aussi à ceux qui veulent nous diriger, ceux qui prétendent nous diriger. Donc, et cesser d'être des chairs à canon et faire valoir,
on vous a assez utilisé, on a assez utilisé les étudiants, et après, and so what? Rien du tout. Donc maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant kontaan naa trop si bokk ak yéen jotaay bi donc bëggoon naa mu gën a yaatu mais dafa xaw a xat ni mu demee moom moo tax mais en tout cas Pape Nalla maa ngi lay gërëm di gërëm ñi nga xamante ni yéen a bokk seen kuréel gi na ngeen ko gën a yaatal mu gën a yaatu ci biir Sénégal ak ci biir Afrique parce que nous ne pouvons envisager qu'un destin commun loolu moom il faut que ñu xam